Bonsoir à tous, il est 19h30. Merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de l'actualité locale et régionale de ce lundi 22 janvier 2018. L'incendie de l'ancien commissariat de Tindu. Les locaux abritaient une association depuis 2010. Le sinistre s'est déclaré la nuit dernière. La piste criminelle est privilégiée. Le point dans ce journal. Le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance, il sera adopté demain par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Objectif, inverser la courbe de la délinquance et lutter contre les addictions. Rencontres et valeurs sportives, partage culturel, la Coupe Yéwéné, les finales des Martes aux îles. Gros plan dans ce journal à l'IFU sur les valeurs traditionnelles du cricket. Madame, monsieur, bonsoir. Voilà pour les titres. Mais avant de les développer, cette nouvelle attaque de requins, elle s'est déroulée hier vers 15 h dans la baie de Nouville. Un homme d'une quarantaine d'années a été mordu au bras droit et au ventre. Voyez le reportage de Caroline Antich-Martin et de Claude Lindor. C'est dans cette baie tranquille de Nouville, à quelques mètres de la résidence universitaire, que l'attaque s'est produite. Hier, aux alentours de 15 h, un homme d'une quarantaine d'années se met à l'eau pour un coup de pêche. Il n'a pas encore fléché de poisson lorsqu'un squale de grande taille le mord au bras droit et au ventre. Il était debout là, et c'était toute la surface, c'était plein de sang. Et il plongeait là, c'était notre coin habituel. Voilà, lui il est né ici, comme je disais, il vivait là. Et il y a qu'un mois qu'il a déménagé à Païta, il a une nouvelle maison. Et on a l'habitude de faire des agachants devant. On est des gens, des jeunes qui plongent beaucoup. Et on sort beaucoup au récif, mais c'est la première fois qu'il y a eu un grave accident comme ça qui s'est passé dans le quartier depuis 40 ans qu'on est là. Après avoir porté secours à la victime, ses anciens voisins et amis alertent la police et la municipalité. Résultat, on a fait appel à la police pour qu'ils font appel à la municipale pour faire monter les gens du bord et pour faire monter d'en bas. Jusqu'à présent, aucun de la sécurité civile est venu. Et c'est quand même grave. Selon les résidents du quartier, cet accident pourrait être lié au nourrissage sauvage des squales dans la zone. Ils appellent à une mobilisation jeudi matin sur le quai Navimont. Et selon nos dernières informations, la victime de l'attaque est toujours hospitalisée au Médipôle, mais ses jours ne sont pas en danger. Autre fait divers, dans la nuit, le quartier de Tindu a encore une fois été le théâtre d'actes de délinquance. Le local du comité pour le bien-être des habitants de Tindu a été incendié. Sur place, les habitants sont découragés. On retrouve Caroline Antich-Martin et Claude Lindor. On a forcé sur le volet roulant. Raymond Kalosic est découragé. C'est la troisième fois que le local du comité pour le bien-être des habitants de Tindu est vandalisé. Vers 3 h du matin, plusieurs individus se sont introduits dans le bâtiment et l'ont incendié avant de prendre la fuite. Pour lui, pas de doute, il s'agit de représailles vis-à-vis du comité. Fin novembre, il a demandé à la SIC de convoquer les locataires, posant problème. Certaines familles n'ont pas aimé le fait qu'elles ont été convoquées par la SIC. Et du coup, on va dire comme ça que la troisième semaine du mois de décembre, j'étais moi-même, pris pour cible, agressé par les jeunes du quartier. Donc on a plusieurs faits divers qui sont dramatiques. On a eu des morts dans le quartier, on a eu des blessés, on a eu des véhicules brûlés, on a eu des personnes agressées, des locataires qui sont agressés dans leur appartement. C'est ce type de comportement qu'on n'accepte plus dans le quartier. Un ras-le-bol partagé par le gérant de la supérette adjacente au local. Si le magasin n'a pas été endommagé, lui et sa famille ont été évacués au petit matin sur le Médipôle après avoir inhalé des fumées toxiques. Il n'y a pas de sécurité pour la civile pour les gens dans les quartiers. Ouais. C'est pas assez sécurité. C'est tellement peur. Je dis si pour vivre ici, c'est 1 an ici comme c'est 10 ans dehors. Conséquence, après 2 ans d'activité, le magasin fermera définitivement ses portes début février. Dommage pour les habitants, ils n'auront plus de local associatif ni de commerce de proximité. Je suis une habitante du quartier et je veux que mon quartier s'améliore, voir plein de bonnes choses dans le quartier. Mais finalement, en voyant ces choses-là, c'est sûr que c'est très décevant et on est en colère.
Demain, à 17h, le comité appelle les habitants à se mobiliser sur les lieux de l'incendie pour dénoncer la montée de la délinquance dans le quartier de Tindu. Et on reste très justement dans le thème de la délinquance avec le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. Il sera adopté demain par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Objectif, inverser la courbe de la délinquance et changer les mentalités calédoniennes sur les addictions. Le point avec Dave Weonasson et Christian Favnek. La Nouvelle-Calédonie compte 2 fois plus de cambriolages qu'en métropole et 8 fois plus de violences sur les forces de l'ordre. Une délinquance qui ne cesse de s'accroître au fil des années. C'est pourquoi le gouvernement local va mettre en place un plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. Une première sur le Caillou. Il faut que toute la société calédonienne se ressaisisse, les institutions, les collectivités, les familles, les autorités coutumières, l'État, que tout le monde concourt à changer notre regard sur nos conduites addictives. Ce plan prévoit 3 axes. De la sensibilisation auprès des jeunes, le renforcement de notre arsenal législatif, et puis la mise en œuvre d'une politique publique qui vise à accompagner les jeunes dans leurs projets de vie. En tout, ce plan prévoit 138 actions. Et pour éviter l'hécatombe sur nos routes, le gouvernement a repensé son plan de sécurité routière. Ce sera donc un plan triennal avec 2 priorités. La première, c'est l'obtention du permis de conduire. Il faut absolument que tout le monde en Nouvelle-Calédonie, désormais, soit titulaire du permis pour conduire. Et la deuxième priorité, ce sera la lutte contre les conduites addictives, bien entendu, l'alcool et le cannabis. Ce plan territorial de sécurité fera l'objet d'une évaluation tous les ans. Un plan qui ne peut être efficace qu'avec le concours effectif des communes, des provinces, des coutumiers et de la société civile. Et puis à noter ce communiqué des Républicains calédoniens concernant la délinquance. Le parti de Sonia Backès précise, je cite, que l'État doit prendre à bras le corps cette situation. La présidente du mouvement demande à l'État, je cite, d'organiser au plus vite avant le prochain comité des signataires une réunion spécifique avec les forces politiques de Nouvelle-Calédonie afin d'exposer la manière dont ils comptent assurer la sécurité des Calédoniens en 2018. Fin de citation. Allez, direction Doumbéa à présent pour parler agriculture avec cette initiative pour combattre la sécheresse par une gestion rigoureuse de l'eau. Un agriculteur de Doumbéa, récemment arrivé, réalise l'optimisation de son exploitation agricole grâce à une savante technique. Son portrait avec Karine Arroyo et Kaio Tui. Comment irriguer 30 hectares de terrain argileux en pente sur le flanc des Tsumak? Michael Sansoni a troqué son costume d'ingénieur en biotechnologie pour celui d'exploitant en agroforesterie. Tout a été étudié sur plan. Deux consultants, un Australien David Spicer et un Brésilien Namasté, Messerschmitt. Donc ce sont des gens qui ont 20 ans d'expérience dans ce type d'agriculture, dans la gestion de l'eau dans des pays où elle est beaucoup plus rare que chez nous, jusqu'à 300 mm par an. Et il faut se servir de toute manière de l'expérience et de l'intelligence qui a déjà été développée pour pas tout réinventer et être sûr qu'un argent investi, un franc investi est un franc investi correctement. En amont de l'exploitation, 2 énormes bassins de 7 mètres de profondeur. Vendredi dernier, après 4 heures de pluie, il a rempli ses retenues d'eau. C'est une retenue de 4000 m3. On l'a fait étroite pour éviter l'évaporation. Plus elle est profonde, moins on a de surface et moins on a d'évaporation. Sachant qu'en Calédonie, nous sommes sur une évaporation moyenne pendant la saison d'hiver, saison sèche, de 6 mm par jour. Ce qui peut amener à 1,50 m de perte en niveau d'eau uniquement en évaporation. De quoi passer au travers de cette inquiétante sécheresse. Ensuite, l'eau irrigue le sol grâce à des sortes de tranchées. Votre exploitation, vous avez beaucoup de tranchées. Est-ce que c'est le même principe que les taraudières Kanak de l'époque? Exactement. On n'a rien inventé là-dessus. On doit juste penser comment gérer l'eau qui arrive, l'infiltrer dans le sol. Parce que finalement, l'eau la plus pérenne, c'est pas l'eau dans une cuve, c'est pas l'eau dans une retenue, c'est l'eau qui est dans le sol. Le sol, c'est le plus gros réservoir qui existe. L'eau se répand dans le sol, jusque dans la vallée. Reste à optimiser l'arrosage des futurs arbres fruitiers avec une invention calédonienne. En gros, c'est un programmateur d'arrosage qui fonctionne sans électricité, un produit purement calédonien, créé par la société Aqualone, et qui en gros programme ton arrosage en fonction des conditions atmosphériques, donc de l'évaporation, du vent, du soleil, de la pluie. Et donc tu vois le petit pot qui est là,
Quand la terre est sèche, ça vient actionner la vanne qui vient piloter toutes mes lignes d'arrosage, donc qui vient alimenter en eau mes lignes. Et quand la terre est mouillée ici, ça arrête l'arrosage. Et donc s'il pleut, il ne va pas arroser. S'il y a beaucoup de nuages, il n'arrose pas. S'il n'y a pas de vent, il n'arrose pas. S'il y a beaucoup de vent avec du soleil, il arrose. Et il arrose autant de fois qu'il faut. À chaque fois que la terre sèche, il déclenche un arrosage. Rentable, durable, ce mode d'irrigation est actuellement le must en matière d'agriculture. Un process peu onéreux comparé aux bénéfices environnementaux et économiques qu'il génère. Dans le Pacifique, en Polynésie, à noter la visite d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer depuis le 21 janvier jusqu'à ce vendredi 26 janvier. Elle est dans le Pacifique. Annick Girardin se rendra sur plusieurs îles de la collectivité. Des échanges avec les élus, des associations et le tissu économique sont prévus. Les discussions s'orienteront autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, l'enclavement, la valorisation du patrimoine polynésien, les assises du patrimoine, le nucléaire et l'économie bleue. Rencontres et valeurs sportives, partage culturel, la Coupe Yewene. Les finales démarrent aux îles. Sur les 1500 jeunes inscrits dans 7 disciplines, 270 vont disputer les phases finales durant cette semaine. Pour sa 27e édition, la Coupe Yewene a choisi comme un conducteur loyauté, le partage avant tout. Une cérémonie d'ouverture a regroupé les participants lors d'un mini-défilé et du geste coutumier. Et justement, restons à Lifou avec la Coupe Yewene de cricket, valeurs socio-éducatives et culturelles conjuguées au sport. On assiste cette année au retour du cricket traditionnel parmi 7 disciplines programmées. Les sports phares lui font désormais de l'ombre et les valeurs qu'il véhicule tendent à disparaître. Voyez le reportage de Philippe Kunzmann. Chart improvisé pour doper les joueurs, cris de ralliement ou chants. C'est une ambiance particulière qui règne lors des rencontres de cricket traditionnelles. Des règles qui diffèrent sensiblement du cricket international, des battes faites maison et une balle en latex made in tribal. Après, il y a les mamans, les papas qui viennent aussi encourager les jeunes. Et c'est ce qui est bien. Après, c'est entre tribus, il y a beaucoup d'encouragement parce que tout le monde vient participer aussi avec toutes les tribus. Introduit par les missionnaires, tout comme la fameuse robe mission que les jeunes filles et jeunes femmes continuent de porter sur le terrain, le cricket ou kiwikitch, c'est environ 1000 licenciés aux îles, pour un total de 2300 sur l'ensemble du territoire. Longtemps deuxième discipline en termes de licenciés derrière le football, la pratique n'occupe plus que le 4e rang et avait disparu de la Coupe Yewene il y a 3 ou 4 années. Pour son retour, les organisateurs font avec les moyens du bord et la solidarité nécessaire pour les phases finales à Waiwatul cette semaine. On a privilégié la catégorie mixte pour avoir moins de sportifs à déplacer et pouvoir être en capacité d'organiser les finales sur l'IFU en fonction du budget dont nous disposions. Et le club de l'AS Ponos va donc gérer avec nous toute l'organisation, l'accueil, la restauration. Et voilà, c'est léger quand chacun y met du sien, quoi. Longtemps discipline reine chez les Kanaks, le cricket traditionnel a vu son aura flétrir face à l'arrivée du football ou du volleyball. Mais les pratiquants de la dernière génération continuent de perpétuer l'héritage sportif et culturel du kiwikitch. J'aime rencontrer d'autres équipes, d'autres personnes. Puis c'est pour l'ambiance aussi. Je suis fière de représenter ma tribu dans le sport. Surtout le cricket, comme c'est un ancien sport, c'est traditionnel aussi. Rencontres sportives et échanges culturels, 2 objectifs que la Coupe Yewene doit concilier. Et en terre des îles, la pratique est l'une de celles qui incarne le mieux les valeurs et l'esprit du monde kanak. Et puis édition décentralisée de la Coupe Yewene oblige. Demain, dans notre édition, reportage complet à Koné, nous parlerons des 300 jeunes des 3 provinces qui vont se rencontrer sur les terrains de football et d'athlétisme toute la semaine. Voilà, c'est la fin de ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dès 6h en radio demain avec Isabelle Pelletier. Continuez à nous suivre sur le web, Facebook et Twitter. On se retrouve dès demain 19h. Passez une très très belle soirée sur la première. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.